on jeûne toute la journée, on rentre dans un état de fatigue. Le corps a subi un gros processus d'autorégénération. Le métabolisme ralentit, donc il faut adapter les séances à ce mois. AVS avec Philippe Robichon. Et AVS, ça veut dire à vôtre Sport. on l'a révisé. Ah non, bah ça se fait pas, ça. Walid Kevlar, que vous entendez, Kevlar Diète. Hello my friend Philippe, comment ça va? Ça va bien. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, que vous avez accompagné des sportifs de haut niveau, notamment dans leur préparation pendant le mois de Ramadan à des compétitions mondiales. Exactement, c'était l'équipe de France de lutte lorsqu'il y avait les championnats du monde à Bakou, et majoritairement l'équipe de France de lutte est composée de Tchétchènes qui sont musulmans, et il y avait cette question de comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner, pour se préparer aux championnats du monde alors que l'on jeûne. Voilà, et en plus, des lutteurs, ils ont besoin de calories. Ouais, ils étaient bien costauds, ils s'entraînaient bien fort. C'était des vraies machines. Ouais. Partagerez les trucs. Vous êtes venu avec le coach de mon coach. C'est ça? Exactement. C'est sa devise. C'est bien ça. C'est ça. Le coach de mon coach, c'est votre devise. Ouais, il s'appelle Abdel. On vous connaît sur les réseaux sur... Le nom de Faucon Training. Faucon Training, d'accord. Ça fait combien de temps que vous faites du sport? Maintenant, bientôt 12 ans. D'accord. Combien vous faites d'heures de sport pendant le mois du Ramadan? Je dépasse pas 4 séances par semaine. D'accord. Voilà, ça veut, ce qui est déjà costaud. Hein. L'équivalent de 45 minutes par séance. Ah oui, ça va. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que pendant le mois de Ramadan, vous adaptez vos séances d'entraînement au mois de Ramadan, ou vous ne changez rien? Non, bien sûr. Je les adapte pour le mois du Ramadan, parce que on jeûne toute la journée. On rentre dans un état de fatigue. Le corps a subi un gros processus d'autorégénération, donc le métabolisme ralentit, on a une grosse fatigue qui est accumulée surtout les premiers jours, donc il faut adapter les séances à ce mois de jeûne. Et on va voir ce matin comment ne pas terminer ce mois en mode Walking Dead. Last of Us. Ou Last of Us, c'est un peu plus d'actualité. Oui. Ouais, The Last of Us. Non, mais expliquer, parce que... The Last of Us, avec les zombies, même ils ont fait une nouvelle série, quoi. C'est sur quel... C'est sur Prime Video. Prime Video. Non, il y avait un super jeu vidéo que les gens ne connaissaient pas forcément, et là ça fait un carton plein. Il y a eu plus de 8 millions de téléspectateurs sur l'épisode 9. Enfin, voilà, c'est un peu plus d'actualité. Non, c'est bien de uploader mon disque dur. Ouais, vraiment, il est très très bien. En plus, moi, je suis au soprano encore. Ah ouais. Donc, c'est un classique, C'est un classique, d'un autre côté. Mais oui, c'est peut-être pas... Vous avez Last of Us. Last of Us. Last of Us. Ouais, les derniers. Les derniers, oui. Ah oui, pourtant. Et c'est avec l'acteur qui a joué dans Narcos et dans Game of Thrones aussi. D'accord. Franchement, super. Ils font un super bon duo, Joël. D'accord, donc vous conseillez la série. Ouais, c'est cool, c'est sympa, ça se regarde. Bien, comment est-ce qu'on trouve la motivation pour faire du sport pendant ce mois de Ramadan? C'est un peu votre truc, vous, Abdel, la motivation. Ce qui est bien avec le mois du Ramadan, pour ceux qui sont de confession musulmane et qui pratiquent le mois du Ramadan, c'est un peu, on va prendre un peu comme exemple le Covid. Pendant le Covid, il n'y avait pas beaucoup de divertissement à faire, donc on s'est mis tous à faire du sport. Pour le mois du Ramadan, c'est un peu la même chose. Pour ceux qui sont de confession musulmane et qui, entre guillemets, enlèvent certains divertissements à faire, donc ils ont un peu plus de temps pour pratiquer du sport. Donc, ils vont pratiquer du sport. Mais c'est là où on va essayer de mettre en mise en garde à beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont vouloir en faire tous les jours. Et ça, c'est vrai qu'alors c'est quelque chose qu'on voit au début du mois de Ramadan, surtout, subitement, cette envie de... Parce qu'ils ont réussi à se libérer, libérer du temps. Ils ont mis certains divertissements de côté, donc un peu plus de temps dans la journée. Donc, le fait de ne pas manger, ne pas boire, on va mettre ça de côté, donc on va pouvoir avoir un peu plus de temps pour se dépenser. Et surtout, la majorité des personnes vont vouloir perdre du poids, certains vont vouloir maintenir leur masse musculaire, certains qui sortent de cette sédentarité. C'est pour ça que j'ai pris comme exemple le Covid, c'est qu'ils se disent, je vais sortir de cette sédentarité, j'ai pas eu le temps de faire du sport toute l'année, je vais commencer mettre le pied à l'étrier pendant ce mois de jeûne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vraiment décident de s'y mettre pendant le mois du Ramadan. J'en ai beaucoup. En tout cas, moi, pour les demandes que j'ai, et beaucoup de clients qui sont venus m'aborder, me demandent, coach, je vais commencer, est-ce que je peux commencer avec toi au mois du Ramadan? Alors, et qu'est-ce que vous répondez à des gens qui ont cette demande?
Après, on ne peut pas refuser. Si ce mois-là permet de pouvoir mettre le pied à l'étrier et de commencer une activité physique, en tant que moi, coach sportif, et que j'essaie d'améliorer la santé des personnes, on ne peut pas dire à la personne ne pratique pas. Mais on va lui faire on va lui peaufiner ce début de cette sortie de sédentarité pour commencer cette activité pendant ce mois du jeûne. Ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer et ça me fait penser un petit peu à quand tu as dit elles veulent débuter le sport, elles sortent de la sédentarité, elles font pas d'activité et d'un coup elles veulent tout faire. Ça me fait penser aux personnes qui du jour au lendemain se disent allez, je vais me reprendre en main au niveau de l'alimentation et veulent tout bien faire mais veulent en faire trop. Et tu as exactement le même discours que moi, c'est d'essayer de leur donner un cadre, de les aiguiller, de les guider, pas qu'ils aillent trop vite. Parce que c'est vrai qu'après, forcément, les personnes, quand elles vont trop vite dans l'alimentation, alors je vais manger des salades, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, elles craquent 3 jours après, une semaine après, 1 mois après, pour celles qui tiennent le plus longtemps. Et c'est vrai que pour les salles de sport, c'est un petit peu comme le jour de l'an au final. C'est ça, voilà. Plein de personnes qui viennent et qui au final veulent aller à fond. On les reconnaît à leurs nouvelles chaussures et au nouvel équipement souvent et au nouveau sac. Ouais, exactement. Et malheureusement, je pense soit elles se blessent, soit elles perdent la motivation, soit le fait d'aller de commencer déjà, on n'est pas aiguillé dans comment on va commencer le sport ou reprendre le sport pour certaines personnes. On va vouloir tout faire à fond. Donc on va se frustrer, on va faire tout en excès. Donc arrêter de manger, faire beaucoup de sport, voilà. Et là on va mettre en danger son corps. Cette année, je m'y mets. Je lis 7 fois le Coran, je fais 5 marathons pendant le mois du Ramadan. Ouais, et on en connaît, parce que vous avez participé à des défis comme ça, Walid. C'était complètement débile, 16 marathons, 1 par jour. Pendant le mois de Ramadan. Non. J'en ai vu un, comment il s'appelle qui en a fait 5 ou 6 d'ailleurs. Comment il s'appelle? Elias. J'ai oublié. Oui. Non, mais lui, c'est une machine. On a fait à peu près 400 km ensemble à pied. C'est un taré. C'est une machine. C'est un monstre. Waouh. On m'a dit Wolf. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Du coup, de là. Donc, ce qui veut dire, la question, c'est est-ce que la fatigue, c'est dans la tête? C'est clair. C'est de se dire, nous, justement, quand on avait fait ça, on faisait plus de 9 heures de marche. C'est pas physique au terme genre physiologique. J'avais l'énergie pour marcher, mais c'est au niveau mental de se dire il y a que des lignes droites, et eux ils faisaient que de me répéter, parce que moi j'en pouvais plus, franchement, même sport, franchement j'étais au bout du rouleau. Marcher. En plus moi mon sport c'est pas la marche nordique. Marcher pendant des heures, et ils disaient c'est dans la tête. Et c'est vrai que qu'on a ce soutien là, on arrive beaucoup plus facilement à passer les douleurs physiques, et on se rend compte que le corps en fait c'est une formidable machine, et que la tête, la douleur, la fatigue, ça peut être dans la tête. Après bien évidemment il y a des limites physiologiques, mais c'est vrai que beaucoup de choses se passent dans la tête. Mais c'est ça que je voudrais comprendre, c'est qu'est-ce qui relève du physiologique et qu'est-ce qui relève du mental, tout en sachant que même pendant le jeûne du mois de Ramadan, qui est un jeûne intermittent, vous savez que quand même le soir vous allez manger et boire. C'est pas comme si il y avait cette incertitude. Non, alors physiologiquement, concrètement, durant le mois de Ramadan, j'ai envie de dire, on ne risque, s'il n'y a pas de pathologie particulière, etc., on ne risque rien. On ne va pas boire pendant 15 heures, on va boire après, on va pouvoir manger le soir. Le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va puiser dans nos réserves de glycogène. Donc le glycogène, c'est la source d'énergie, les glucides qu'on a dans notre foie ainsi que nos muscles. Après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va puiser aussi dans notre graisse. Quand on n'aura plus trop et que ces réserves-là vont commencer à diminuer, on va activer ce qu'on appelle la cétogenèse. Donc c'est pareil, c'est à partir des acides gras. Donc on va créer des corps cétoniques, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette haleine si particulière du jeûneur. En fait, poney. Ouais, ils appellent ça de peau pourrie. Parce que les corps cétoniques, ça produit de l'acide, donc c'est pas très bon pour l'organisme, et c'est détoxifié entre guillemets par les poumons. Et donc par les poumons, et donc par la laine. Donc c'est physiologiquement impossible de sentir bon de la bouche, même si on se brosse les dents toutes les heures. Même la littérine, c'est de l'intérieur. Fraîcheur du santal, ça marche pas. C'est de l'intérieur. Et on se rend compte que des réserves de gras. J'avais trouvé en Indonésie littérine fraîcheur de siwak. Ça c'est du produit. Et pendant le mois du Ramadan, je peux dire que ça se vendait. Hein. Bah oui, surtout qu'ils font du tourisme. Il faut séduire le touriste. Bon, bref. Du coup, le corps a des réserves. Mis à part être très très sec, 3% de matière grasse,
personne, mis à part des athlètes, personne n'a ça. Donc on a nos réserves de graisse, surtout que l'on va manger. Par contre, là où ça peut devenir dangereux, et Abdel, toi tu pourras témoigner de ça, c'est que lorsqu'on va faire un effort physique, il y a plusieurs voies métaboliques qui se mettent en place. C'est-à-dire si on fait un effort physique, j'ai envie de dire modéré, admettons je vais aller courir mais vraiment léger, tranquille, ou de la marche haute, il n'y a pas grand risque. Par contre, si on va se mettre à faire des efforts intenses, type sprint, type même aussi musculation, on va mettre l'eau, on va vraiment faire une séance intense, là on va rentrer dans d'autres voies métaboliques et là ça peut être un petit peu plus dangereux parce que justement on n'aura pas l'énergie nécessaire et parce que, surtout si on le fait sur le long terme, l'énergie, on va la puiser à partir des muscles. Les muscles, ils vont prendre leurs protéines, ils vont les mettre, je fais vraiment schématiquement, je grossis le truc, ça va être dégradé en acides aminés qui, eux, vont faire des corps cétoniques aussi. Ils vont faciliter ça, ils vont participer aussi à la néoglucogénèse. Et donc, le problème, c'est que à force de tirer sur ça, le problème, c'est qu'on peut abîmer nos muscles. Et à force, on peut avoir des grosses courbatures et puis on peut être très fatigué. Et c'est là où la personne qui s'est donnée à fond, toute la semaine, je vais y aller à fond, en fait, à la fin de la semaine, elle est complètement KO et elle déserte tout simplement la salle de sport. Donc non, physiologiquement, si on fait plutôt attention, on cherche pas à performer de ouf, il y a pas de risque. Abdel, vous connaissez des sportifs qui maintiennent exactement le même rythme pendant le mois du Ramadan ou quand même ils adaptent et ils font un peu moins? Moi qui ai fait beaucoup de sportifs de haut niveau, il y a certains sportifs qui maintiennent, entre guillemets, un certain pourcentage, on va dire 90% de leur planification d'entraînement qu'ils ont hors période Ramadan, qui vont la maintenir pendant le Ramadan. Mais vraiment, c'est parce qu'ils ont une échéance juste après le Ramadan. Il y a une compétition derrière, d'accord. Donc oui. S'il n'y a pas une compétition derrière, ou on va dire entre guillemets ce qu'on appelle le off-season, donc qui ne sont pas sur leur saison de compétition, automatiquement on va les faire entrer dans ce qu'on appelle le deload. Donc on va leur faire le deload, c'est ralentir en fait, c'est diviser par deux toute notre planification d'entraînement. Ça veut dire faire 50% de ce qu'on faisait à 100%. Ah oui, c'est-à-dire que donc on peut pas avoir c'est compliqué d'avoir la même intensité d'entraînement pendant le. Et ça c'est propre aux sportifs de haut niveau. Moi là où je vais mettre le point le plus important là sur ce mois de Ramadan, c'est surtout sur les personnes qui, beaucoup comme 90% des gens que je vois autour de moi et qu'on voit autour de nous, c'est qu'ils vont tous se mettre à la course à pied et faire des longues distances longtemps. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de retours, et moi j'en ai eu beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont rentrer dans une déshydratation. Et ça, c'est le gros problème de ce mois-ci. Adaptez votre pratique sportive pendant le mois de Ramadan. On en parle avec mes invités, avec Walid Kevlar Diète, qui est nutritionniste et qui est venu avec le coach de mon coach, et qui s'appelle Abdel. Vous le retrouvez sur les réseaux. C'est Faucon Training. C'est bien ça. C'est ça? My friend. Yes. Non, my friend. My friend. My friend. Il fait partie de la team My Friend. Moi, je le dis pas bien. My friend. Ah oui. Non, mais je sens qu'il y a quand même. L'Indonésie vous manque. Ils le disent pas comme ça quand même. Ça ressemble un Ils peu. disent Taman Saya. Sem, but. Ah oui, non, c'est but different. Bon, on parle de la pratique du sport. Est-ce que indoor et outdoor, c'est différent? C'est-à-dire que faire du sport en salle et du sport dehors, ça demande des stratégies différentes. Oui et non. Quand on va être en intérieur, on va être dans une salle un peu, on va dire, entre guillemets, climatisée. Tout dépend de la température de dehors. La température de dehors va pouvoir jouer. Je sais que ces dernières années, on a eu des grosses chaleurs. Là, c'était vraiment dangereux. Pas dangereux, mais fallait avoir certaines précautions pour pouvoir pratiquer du sport en extérieur, alors que les salles de sport étaient climatisées. Cette année, je pense qu'on va avoir des températures assez bonnes. Donc une pratique dehors, c'est sans danger. Si elle est bien faite. Evelyne Delia, pendant le mois de Ramadan, température modérée, tempérée. La question qui revient et auquel on assiste le plus souvent, c'est quel est le bon moment pour faire du sport? Et là, il y a toutes les écoles là. C'est ça. Il y a plein d'écoles, il y a plein d'études, il y a plein de. Et personne n'est d'accord. En fait, chaque organisme est différent. On va peut-être coller avec ceux qui aiment s'entraîner juste avant la coupure du soir, donc l'iftar. Certaines personnes vont avoir une meilleure sensation de leur
activité physique, donc c'est le ressenti, on va dire entre guillemets pour ceux qui aiment la musculation, ils vont avoir une meilleure ressenti s'ils ont un peu le ventre, on va dire entre guillemets un peu plein, donc ils vont avoir leur réserve de glyco assez élevée. C'est vrai j'avais aussi des retours de sportifs, notamment aussi d'endurance, et qui disaient que lorsqu'ils étaient, ou même c'était des combattants, lorsqu'ils étaient à jeun, ils sentaient qu'ils avaient de meilleures performances. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est revenu plusieurs fois. Au début, je me suis dit non. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai eu de plus en plus d'athlètes qui me faisaient ce retour-là. Et en fait, c'est comme tu as dit, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus avoir de meilleures sensations, et peu importe le sport, à jeun. Et il y en a d'autres qui quand on parle d'à jeun, on est à jeun au bout de combien d'heures? Une dizaine d'heures. Si on est à jeun de 4 heures, c'est pas à jeun, ça. Ouais, c'est pas à jeun. Donc là, on est en train de parler de l'entraînement de fin de journée. Fin de journée, après c'est un petit peu particulier parce que même si ça va être on va jeûner pendant 30 jours, même si on mange le soir, comme c'est 30 jours cumulés, on va avoir 15 heures dans la journée, puis c'est après le jour 1, jour 2, jour 3, on va rentrer dans une phase un petit peu métabolique assez singulière. On n'est pas vraiment, par exemple si on fait on mange le matin, on va manger vers les coups de 5h, 5h30, même si on va s'entraîner vers les coups de 7h, on aura quand même cumulé peut-être 3, 4, 5, une semaine, 2 semaines, 3 semaines de jeûne. Donc l'état physiologique du corps, c'est pas exactement le même. On part pas comme si on avait pris le petit déjeuner à 5h du matin d'une journée classique. Donc il y a quand même ce cumul-là, on va rentrer en cétogenèse, donc c'est assez singulier. Alors donc il y a ceux qui s'entraînent donc le soir avant le tour, et puis il y a ceux qui s'entraînent le matin, alors soit avant le saour, soit après. La vraie question, c'est l'hydratation. Est-ce que c'est un vrai ou un faux débat, la question de l'hydratation ? Moi, pour ma part, et après avoir voyagé dans plein de pays, dont le Canada, plein d'endroits où il y a plein d'études sportives qui sont mises en place, la déshydratation, elle est vraie pour les personnes qui ont une activité physique qui sort, qui ont, comment on peut appeler ça, qui sort du contexte de musculation. Donc beaucoup les gens qui vont aller faire du running, beaucoup de courses, beaucoup de courses à pied, les personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup du HIIT training, donc ils vont maintenir leur activité de HIIT training pendant le mois du Ramadan, ce qui est super dangereux. Pour ma part, c'est si on ne baisse pas l'intensité. Donc même si on a HIIT training, c'est pas la bonne idée pendant le mois du Ramadan. On peut le faire, mais à petite intensité. Ça veut dire si on était habitué à faire, admettons, une grosse session d'HIIT training de 45 minutes, voire 50 minutes, on peut la baisser à 30 minutes, pourquoi pas. Après, on voit les sensations. Comme j'ai dit, c'est vraiment propre à chacun. Mais il y a des symptômes qui ne trompent pas. Des symptômes de déshydratation, c'est que grosses migraines derrière, de chute de tension, on sent nauséeux le soir. Tout ça, c'est des signes de déshydratation. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de retours, même de sportifs de haut niveau, qui ont eu ces symptômes-là. Et entre guillemets, on a essayé d'adapter ces sessions-là. On a baissé entre guillemets le pourcentage d'intensité au niveau de l'entraînement. Et c'est ce qui s'est passé. Pareil pour ceux qui font des longues distances. Donc toutes les personnes qui aiment sortir, comme il y a ces 2 dernières années qui étaient super dangereux. Je voyais beaucoup de gens sur le canal aller courir pendant 1 heure avec des vêtements, caouet de sudation. Après, on voit 2-3 jours après, on les voit plus ces personnes-là parce que sous prétexte que ça permet de renforcer ton métabolisme en fait, tu vois. Tu habitues ton corps à brûler plus et donc finalement tu augmenterais tes performances. C'était ce que. On a toujours eu il y a toujours eu ce, je sais pas si c'est un mythe, Walid va nous le dire, mais c'est que tout le monde se dit si je fais du cardio à jeun, je vais perdre le plus possible. Ah, ça c'est une excellente question. C'est une excellente question ça, et je m'étais bien renseigné là-dessus parce qu'il y avait énormément de divergences. Et en fait, surtout qui préparaient le marathon à une époque, à qui on disait d'aller s'entraîner le matin à 5h à jeun. Exactement. Alors il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. C'est pour les athlètes de haut niveau, oui, ils vont s'entraîner en hypoxie par exemple, à la montagne, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, etc. Mais entre guillemets, vraiment, monsieur, madame, tout le monde, ça veut dire la majorité des Français, et je m'inclus moi dedans, si on n'est pas athlète de haut niveau, c'est pas notre profession, faut pas se dire ouais je vais me consommer moins, machin. Il y a aucun intérêt là-dedans parce qu'on n'a pas d'échéance, on va se faire du mal. Par contre, la question de se dire est-ce que s'entraîner à jeun,
ça va permettre de cramer plus de gras. Et bah oui, il y a des études qui ont montré que le corps puise davantage dans la masse grasse. Ça, c'est normal, ok, d'accord. Sauf qu'il y a d'autres études qui ont montré que lorsqu'on va s'entraîner à jeun le matin, je vais cramer plus de gras. Ok, d'accord. Sauf que après, le corps, lui, va s'auto-réguler dans la journée. Ce qui veut dire que, vraiment, je sors des chiffres, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Si on avait majoritairement dans la journée 60% de glucides consommés et 40% de lipides consommés, et ben là, le fait de s'être entraîné à jeun, ça va complètement changer la balance, ce qui fait que les glucides qu'on n'aura pas consommés dans la journée, du moins dans la matinée de l'entraînement, et ben ils vont être répercutés dans la journée. Il y a une sorte... mais c'est pas ton corps qui décide de ce que tu manges. Non, mais de ce qu'on a nous. Ça veut dire que quand nous on va manger, le corps lui il a le choix. Soit on va prendre dans le glycogène, hépatique ou musculaire, soit on va le prendre au niveau de nos réserves. Et lorsqu'on va s'entraîner à jeun, au lieu de prendre aussi dans le glycogène, et ben il aura plus tendance à prendre dans le tissu adipeux, dans la graisse. Pourquoi ? Pour auto-réguler. C'est une question d'autorégulation. Et ça, cette question, en fait, elle est malheureusement, elle n'est pas assez bien traitée. Ce qui fait que les personnes qui veulent vendre des programmes d'entraînement à jeun, des machins ou des produits ou des cacahuètes de sudation, ils vont mettre en avant le fait, oui, entraînez-vous à jeun, regardez, vous allez perdre plus de poids, vous allez consommer plus de gras. Ça, c'est vrai. Sauf que le corps, quand on va faire ce type d'entraînement-là, et ben, ce qu'il va faire, c'est que dans la journée, son substrat d'énergie principal, ça va être le glucide. Quand on s'entraîne avant le tour, est-ce que ça ouvre l'appétit ? Et est-ce que on a tendance à plus manger parce que justement on s'est entraîné avant ? Ou pas ? Abdel ? Bon, pour ma part, non. Non, ça change rien. Bah, j'ai la réponse physiologique, mais en même temps, il y a la réponse, j'ai envie de dire, pratique du terrain. Physiologiquement, après l'entraînement, c'est le seul moment où on n'a pas faim. Coupe-faim. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle la fenêtre anabolique. Donc là, il y a plein d'hormones qui ont été mis en jeu, etc. Et donc le corps, lui, est prêt à recevoir la nourriture et donc se met en état métabolique pour tout récupérer, etc. Mais on n'a pas faim, on n'a pas cette sensation de faim. Et c'est, je dirais même, le seul moment où il faut se forcer à manger après le sport. Pas manger n'importe quoi, bien évidemment, des protéines maigres, etc., etc. Mais après, il y a la réalité du terrain. La personne qui va se dire je veux courir, je veux machin, bah ouais, en plus elle jeûne, elle a peut-être jeûné pendant 15 jours, ouais, je vais manger davantage. Donc physiologiquement, normalement, ça nous ouvre pas plus l'appétit. Par contre, la réalité du terrain, c'est tout autre. C'est ça. Abdel, non ? C'est ce que vous constatez en salle ? En salle, c'est ce que je constate. Il y a plein de gens qui pratiquent du sport, mais en fait, c'est la plupart des gens qui sont dans les salles, ils arrivent à s'autoprogrammer, on va pas se mentir. Ce qui est bien maintenant, c'est que vu avec l'accès avec tout ce qui est réseau, internet, les gens viennent pas faire du sport pour faire du sport. La plupart des gens qui sont dans les salles de sport maintenant, ils essayent de se programmer quelque chose. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils pratiquent leur sport. Donc c'est comme là, ces dernières années, on a vu cette montée de consommation des compléments alimentaires. Il y a 10 ans en arrière, même si les salles étaient aussi bondées, on ne voyait pas autant de gens consommer des protéines. C'était tabou. Parler de compléments alimentaires, c'était parler de dopage à l'époque. Alors, qu'est-ce qui est un complément alimentaire et qu'est-ce qui n'en est pas ? Parce que moi, je vois quand même des poudres à base de protéines. Est-ce que ça, c'est un complément alimentaire ou pas ? En fait, tout ce qui va complémentarité notre alimentation, ce qu'on a du mal à consommer, si je me trompe, hein, ce qu'on a du mal à consommer dans la journée, par exemple, on a un pourcentage de glucides à prendre, un pourcentage de protéines. Si on a, avec nos repas de la journée, on n'a pas pu consommer cette quantité-là de protéines, eh ben, on va essayer de complémentarité avec des compléments alimentaires. Mais ne pas négliger la nourriture. En tout cas, les gens ne veulent pas perdre de masse pendant le mois du Ramadan. Ça, c'est quelque chose qui revient et qu'on entend. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais alors que c'est faux. On va peut-être... Il y a même certaines études qui ont prouvé que si on fait stratégiquement sa programmation d'entraînement pendant ce mois du Ramadan, on va pas aller puiser dans son tissu musculaire. On va aller puiser dans le gras, dans ses tissus adipeux, dans la graisse qu'on a dans le corps, mais pas dans le muscle. On peut perdre un certain pourcentage, mais pas une grosse quantité. Et ce qu'on va récupérer juste une semaine après l'Aïd. Voilà, adaptez votre pratique sportive pendant le mois de Ramadan, si vous avez une pratique sportive régulière ou si vous démarrez une pratique sportive pendant le mois de Ramadan. Nous avons Kevlar Diet qui est avec nous, Walid, et puis Abdel Faucon qui est avec nous également, Faucon Training.
C'est pas ça. Voilà, bien. On parle de l'entraînement. Il y a beaucoup de mythes pendant ce mois de Ramadan parce que tout le monde veut bien faire. Au début, tout le monde a plein d'énergie et après est rattrapé par la réalité pendant ce mois de Ramadan. Est-ce que le corps récupère de la même façon pendant le mois du jeûne ou pas du tout? Non, ça n'a rien à voir. Le jeûne, surtout ce jeûne-là de mois de Ramadan, où on ne boit pas, où on ne mange pas pendant une quinzaine d'heures, c'est physiologiquement très différent. Sachant que il y a les personnes qui vont moins dormir, le sommeil ça joue énormément dans le processus de récupération, on mange pas forcément des bons aliments, il y a beaucoup de fritures, etc. Donc la digestion dure plus longtemps, donc on n'absorbe pas forcément mieux les nutriments. Il y a aussi malheureusement tous les plats transformés, les cubes bouillon, le glutamate de sodium, les additifs qui vont modifier notre flore intestinale. Donc on va pas récupérer de la même manière. On va pas récupérer de la même manière et j'ai envie de dire heureusement parce que le corps lui va prioriser les organes et les sites vers lesquels lui il va récupérer. Donc non, on récupère pas de la même manière. Alors comment est-ce que vous gérez la question de l'hydratation? Alors d'abord on boit quoi? De l'eau. Principalement de l'eau. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que normalement dans les conseils hygiéno-diététiques, on rentre l'hydratation, on compte aussi les infusions, on compte les soupes, etc. Moi, j'aime bien dissocier les deux, comme ça on est clair dans notre tête. Le conseil que moi je donne aux personnes, c'est de prendre une bouteille, soit une bouteille de 2 litres, soit une bouteille de 1,5 litre, de la remplir et de se dire, cette bouteille-là, quoi qu'il arrive, il faut que je la boive avant demain. Et s'il y a des soupes, s'il y a des infusions, etc., c'est du bonus. Mais l'hydratation, vraiment plus. Si on va s'entraîner, on va perdre davantage, comme on avait dit, d'électrolytes. L'électrolyte, c'est calcium, magnésium, etc. C'est aussi du sodium, et c'est pour ça que quand on transpire, des fois, on a les yeux, la transpiration qui nous brûle les yeux. Parce que c'est le sel qu'on a dedans. Exact. Et du coup, si on perd ces électrolytes-là, il faut impérativement les apporter. Et la technique pour pouvoir les apporter sans pour autant se ruer vers les compléments alimentaires, parce que là, clairement, les industriels ils vont se faire plaisir. Tenez, des pastilles, d'électrolytes, des machins. C'est devenu un business pendant le mois du Ramadan. Bien évidemment, c'est comme pendant le mois de Noël, les chocolats. Bah là, c'est la même chose. Compléments alimentaires, prenez ci, prenez ça, machin. C'est bien, mais on n'en a pas forcément besoin. Un complément alimentaire, comme son nom l'indique, ça sert à compléter l'alimentation. Ce qu'on trouve a priori normalement dans complètement dans il y a un seul complément qui peut être intéressant pour les sportifs qui souhaitent maintenir leur masse musculaire ou pour les personnes qui ont peu d'appétit mais qu'il faut quand même qu'elles mangent, ça va être la caséine. La caséine, c'est une protéine à diffusion lente. Ça, c'est très intéressant et les études elles ont montré que ça a un réel impact. Mis à part ça, le reste, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est gadget. Les pilules de curcuma, de machin, c'est gadget. Si on veut le prendre, tant mieux, ça peut faire du bien, mais c'est pas indispensable du tout. Et donc les eaux, les eaux magnésiennes, Courmayeur, Contrex, les eaux pourquoi pas gazeuses aussi. Alors après attention aux personnes si elles ont du mal ou pas à le digérer parce que ça peut créer des rots, etc. Mais l'intérêt c'est qu'on va avoir du bicarbonate, ça va tamponner l'acidité, ça va faciliter la digestion, il va y avoir du magnésium, du calcium en plus grande quantité et c'est ces électrolytes là qu'il faut qu'on récupère via l'hydratation. Mais elles sont pas plus salées ces eaux justement qui pétillent avec des bulles? Et la chose qu'il faut savoir c'est que ce que l'on va retrouver dedans, ça va être propre à chacun, ça c'est vrai. Plus on perd en eau, c'est-à-dire si on transpire, on a une grosse activité. On parle de sportifs, mais on oublie trop souvent les personnes aussi qui ont un travail physique. Je parle des personnes qui sont manutentionnaires ou autres, mais aussi les infirmières, les aides-soignantes. Pourquoi? Elles portent des patients, elles marchent. Si elles mettent un podomètre ou la montre elles font des kilomètres et des kilomètres, c'est physique. Toutes les personnes qui ont un travail physique vont avoir des besoins en hydratation. Oui, il y a des personnes qui font du sport sans dire bien au sûr, sport. Bien sûr. On les oublie trop souvent. Les personnes qui font le ménage, par exemple, et qui toute la journée tirent un aspirateur, un machin, montent les escaliers, c'est physique, passe le balai, etc. C'est donc physique. Plus salé ou pas les eaux Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, ce qu'on va retrouver, c'est du sodium ainsi que du bicarbonate. Le sodium, c'est différent du sel. Sel, c'est chlorure de sodium. Tandis que ce qu'on va retrouver, c'est sodium et bicarbonate. Les deux vont se coupler, ce qui va donner du bicarbonate de sodium, et c'est différent du chlorure de sodium. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Après, bien évidemment, si on a des soucis au niveau des reins, si on a des soucis au niveau de la tension, la meilleure des choses, c'est de demander conseil à son médecin qui, lui, pourra conseiller, oui, celle-ci, elle est bien pour vous, non, celle-là, il faudra éviter. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, Abdel, vous disiez qu'il fallait faire un planning. Il y a des planeurs du Ramadan un petit peu partout. C'est ça, il y a des programmes spécifiques au mois de Ramadan maintenant? Ouais, on le voit à travers les réseaux. Il y a beaucoup de coachs sportifs, beaucoup de personnes qui essayent de vendre des programmes
adapté aux personnes qui vont jeûner. Après, En ligne, tout le monde a son coach sportif maintenant dans sa poche. Hein. non, on appelle ça du e-coach. Il est branché. Ouais, on va pas se mentir. Ah ouais. Toi, t'es e-coach, toi ou pas? Ça m'arrive de faire du e-coach à distance de temps en temps, mais avec Mais vous êtes vraiment là, c'est pas. Non, pas... je suis là, c'est à travers. D'accord. À travers Et vous avez plusieurs personnes plateforme de vidéo. en même temps qui. Non, par contre, je fais pas de cours collectifs comme ça. Et ça s'est fait. Ça a même pris de l'ampleur et ça a même démarché certaines personnes pendant le Covid. Cette manière de faire des cours collectifs à travers un coach pas virtuel, mais qui est de l'autre côté de son téléphone. Mais c'est bien d'avoir son coach en plus maintenant. Ouais, non, c'est génial. C'est génial. Sportif dans la Moi, poche. je conseille toujours. Après, c'est de trouver le bon coach. C'est ça. Mais c'est comme pour tout, franchement. Pourquoi, si on peut et qu'on a financièrement les moyens et qu'on peut se le permettre, pourquoi se priver d'avoir un professionnel Après, on voit. Moi, je peux comprendre, c'est parce qu'on voit tellement de choses. Faut pas oublier, on est le pays en Europe qui manque le plus de coachs. Alors, on a l'impression d'en voir partout, mais on manque de 35% de coachs sportifs en France. C'est comme les médecins. C'est vrai qu'ils sont presque tous. On manque de médecins. Non, c'est vrai, c'est vrai. Au niveau, je l'ai même vu sur une étude. Je dis les coachs sportifs sont mieux payés que les médecins. Je voudrais pas dire que les médecins. Les médecins, oui, non conventionnés. Oui. Walid Mekedem qui nous accompagne, qui fait partie des médecins. Mais il faut dire qu'aujourd'hui un coach sportif. Non, c'est vrai. Bien sûr. Mais pensez à ça. Pensez à ça. Bien sûr. C'est une réalité. Abdel, vous prenez combien d'heures? Allez, voilà, Abdel, mon avocat n'est pas là. On ne ment pas pendant le mois, pas de rétention d'informations pendant le mois de Ramadan. Non mais il faut penser à ça. Bien sûr. On rigole, mais c'est vrai. La vérité, c'est que la vie est devenue très chère. Mais moi, la question que ça me pose pour les coachs virtuels, vous faites beaucoup d'exercices, vous qui font intervenir par exemple le dos, enfin certains muscles qu'il faut surveiller. Moi, je me dis toujours que s'il n'y a pas un coach qui vérifie ma position, je vais me déplacer un truc ou je vais faire une position mal, par exemple. En fait, c'est ce que je reproche aussi plein de fois à des gens que je vois, moi presque au quotidien à la salle, c'est que qui suit des programmes, entre guillemets, des programmes tout fait déjà, qui sont pour monsieur et madame tout le monde, mais qui n'ont pas cette contre-indication par la suite. Par exemple, quand moi je fais des programmes, je dis bien à la personne que c'est adapté à monsieur et madame tout le monde, mais si on a des problèmes ou des pathologies ou le médecin ou quoi que ce soit, à éviter. Donc, par exemple, moi, ce que je reproche à certaines personnes, c'est qu'ils ont pas étudié la prophylaxie de la personne. Donc, la prophylaxie, c'est la posture qu'on a pendant l'exercice. Voilà, c'est cette manière-là, on peut pas l'avoir parce que la personne, on l'a pas en face de nous. On lui a peut-être vendu un programme, mais c'est pour ça. Il faut dire ce qui est. On a vendu ce programme-là, mais la personne, on ne sait pas s'il y a une pathologie. C'est pour ça qu'il faut bien stipuler dans ces programmes et dire si on a des pathologies ou des problèmes. La dernière fois, je l'ai vu, j'ai vu par exemple une fille qui était en train de faire du squat très lourd et que à chaque fois qu'elle descendait et qu'elle faisait son squat, elle avait très très mal au dos. Quand je lui ai demandé pourquoi tu fais ce programme-là, elle avait acheté un programme de haltérophile. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu as des douleurs au dos, elle me dit j'ai une scoliose. Donc après c'est vrai que voilà, c'est propre à chacun. Il y va de la responsabilité de chacun, mais bon, exactement. Voilà, il faut mettre en garde. Il y a un message de prévention. Bien sûr, il faut mettre en garde. Quels sont vos conseils pour justement pratiquer le sport pendant ce mois de Ramadan, Abdel? Vraiment votre conseil numéro 1. Mon conseil numéro 1, si on est déjà pratiquant, donc on est déjà dans le bain, on va dire, si on est déjà dans le bain, diminuer un petit pourcentage de sa comment on appelle ça, revoir ses exigences à la baisse un peu, ouais. Voilà. Toujours à la baisse. Si on va commencer une activité physique, surtout moi là où je mets le plus en garde, c'est la première semaine. C'est la première semaine elle est la plus compliquée. C'est là où le corps il est en état de choc. C'est comme une machine à sous dans un casino, tout est rouge. Donc là le corps il est vraiment stressé. C'est pas très bel exemple en mois de Ramadan. Abdel, quand vous avez certains amis, il n'y a pas besoin d'avoir d'ennemis. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important. Merci de votre intervention, Kevlar. Avec grand plaisir. Mais on avait compris. Ok. Voilà. Donc voilà, le corps est vraiment en état de choc. Il sait pas, même s'il l'a vécu l'année précédente.
pour lui, ça reste toujours un renouveau, tout ce processus qui va se passer, donc cette auto-régénération. Donc le corps va se fatiguer. On va être fatigué, on va avoir faim, on va avoir soif. Tout ça, ça va être encore du renouveau pour le corps. Donc pour moi, on devrait baisser l'activité physique, surtout la première semaine. On va dire entre guillemets 10 premiers jours. Une fois que le corps s'est habitué, les intestins sont rétrécis, que le corps a commencé à entamer la fin de son processus, on peut commencer à augmenter un tout petit peu. Mais ça sert à rien de partir comme un sprinter. Non, on l'a vu. C'est le secret de la durée. En tout cas, tous ceux que j'ai vus autour de moi qui partent comme des sprinters, ils tiennent pas. Non. Soit ils tiennent pas, soit ils vont tenir, parce que comme on disait, ils sont partis au-delà du physique, ils sont partis dans le mental. Ouais. Donc ils ont tenu avec le mental. Et comment ils vont finir aussi. Après le Ramadan, on les voit plus trop. Ouais. Malheureusement. C'est dans la tête que ça se passe, vous savez. Bien dans la tête et dans le corps aussi. Surtout le Ramadan, c'est le corps. Là, on va dire que c'est le corps aussi. Bon, vous regarderez cette émission sur la chaîne YouTube et vous pouvez la réécouter en podcast. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Alors, merci Abdel, Philippe, on vous retrouve où On vous retrouve où sur les réseaux? Sur les réseaux sociaux, au nom de Faucon Training. Voilà. Et Kevlar, on vous retrouve on nous retrouve un petit peu vous sur les réseaux un petit peu. Alors sur YouTube, Kevlar Diet, sur Instagram, Kevlar Diet, sur le site internet kevlardiet.com. Voilà. Et le programme du Ramadan de cette année pour 10 €. C'est symbolique, voilà. Pour pouvoir profiter du mois de Ramadan, être en forme, perdre un petit peu de poids si on souhaite perdre du poids, même si c'est pas la priorité, et bien évidemment une partie qui est redistribuée pour les nécessiteux. Voilà, bon Ramadan, my friends. Merci, my friend. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.